6. À cette époque de l'année, la nuit tombait de bonne heure au bout du monde. Plusieurs hommes se trouvaient réunis dans la salle de jeu autour de la grande télévision. On projetait à nouveau la séquence de la découverte du mystérieux objet enterré qui, au moins pour Norris et Macready, était un vaisseau spatial d'origine et de type inconnu. Brusquement, le paysage sur l'écran, les mouvements des membres de l'équipe norvégienne ne semblèrent plus normaux. Il ne s'agissait plus d'un enregistrement ennuyeux d'événements quotidiens et banals. Il avait acquis une dimension supplémentaire et dépassait le simple intérêt. Impression à la fois inexplicable et très réelle, ressentie par les hommes qui regardaient les images tremblotantes et mal centrées. On sentait une présence. Macready, assis tranquillement à l'écart devant un nouvel échiquier, partageait son attention entre ses pensées et son verre de scotch. Clark avait récupéré après son choc de la veille. Assis sur une chaise dans un coin, il feuilletait un journal rapporté du camp norvégien. Son contenu n'avait rien de scientifique, mais le dresseur de chiens trouvait quand même ces luxueuses photos édifiantes. Cela lui permettait de se changer les idées, d'oublier les horreurs qu'il avait récemment vues. Il tourna une autre page, sa main libre jouant avec un bout de métal provenant du site exploré. Childs quitta le groupe qui étudiait la bande vidéo et rejoignit Macready. Le pilote leva sur lui un regard absent. « Salut Childs, tu veux jouer ?» dit-il en montrant l'échiquier d'un air indifférent. Le mécanicien secoua la tête. « Je sais pas. Je vais t'apprendre, j'en ai marre de jouer avec la machine. »« Pas maintenant, » répondit Childs d'un ton impatienté. « Allez Mac, raconte-moi ça encore une fois. Des milliers d'années auparavant, ce vaisseau propulsé par fusée a explosé, hein ? Mais il n'avait sans doute pas de fusée d'après ce que Norris m'a expliqué. Bon, d'accord, je m'en fous. Il a aussi bien pu se servir de rame pour moi. Ce vaisseau s'écrase ici, sur la glace, et le... » Macready avait l'esprit ailleurs. « Macready !» Le pilote cligna des yeux et se redressa sur sa chaise. « Écoute, nous n'émettons que des hypothèses à ce sujet. Cela peut avoir fait partie d'une installation des soviétiques, d'une expérience qu'ils préparaient. C'est pas ce que tu as dit à Gary. Il voulait mon avis, nous en sommes là, Norris est d'accord avec moi. Oui, continue. » Macready soupira et répéta la théorie que le géophysicien et lui-même avaient concoctée en revenant du cratère. Il était difficile de participer pleinement à la vie quotidienne de la base quand on devait passer la plus grande partie de la journée dans une seule pièce. Knowles ne craignait pas la solitude pour autant, cela lui permettait d'être seul avec sa musique. Knowles fouillait dans le grand placard à provisions. Où est donc cette vieille marmite en fonte ? Putain, on ne peut jamais trouver ce dont on a besoin. Il claqua la porte du placard et regarda d'un air frustré autour de lui. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui dépassait la poubelle. Curieux, se dit-il en se penchant pour voir ce que c'était. Quand il reconnut l'objet, sa curiosité se transforma en dégoût. On lui jouait toujours des tours. Ce bon vieux Knowles était une bonne cible. Chacun à la base savait combien il était méticuleux dans sa cuisine. Il ouvrit la poubelle et en sortit un long caleçon sale et usé. Quelqu'un allait devoir confesser son crime. On pouvait plaisanter, mais pas aux dépens de l'hygiène. Et alors, il s'écrase, disait Macready à Childs. Et ce gars, le pilote ou un autre, est éjecté, marche dans la glace et meurt congelé. Ensuite, 100 000 ans après, les Norvégiens viennent se balader par là, le trouvent, le dégagent, mais font exploser accidentellement son vaisseau pendant qu'ils essaient de l'extraire des glaces. Childs fit la moue. « Je peux pas croire à cette connerie. » Il regarda la salle. « Et toi, Blair, t'y crois à cette connerie ?» Perdu dans ses pensées, le biologiste ne répondit pas. La structure cellulaire et la structure de l'alliage s'enchevêtraient dans son esprit et le laissaient plus troublé que jamais. « Je pencherais plutôt pour votre hypothèse d'un camp soviétique, » dit Childs à Macready d'un ton confidentiel. « En ce qui concerne ce gros bloc de glace qui a été découpé, cela pourrait corroborer le fait. Il renfermait peut-être un objet qui portait des lettres cyrilliques. C'est pour ça qu'ils se sont donné tant de mal pour l'avoir. Il a peut-être explosé parce qu'il était piégé. » Macready regarda le mécanicien d'un air provoquant. « Bien sûr, et ils l'ont enterré sous 6 mètres de glace. De toute façon, on le saura bien assez tôt. Gary vérifie les renseignements de la station pour voir si les Ruskov ont opéré dans cette région dans le passé. Nous vérifierons à nouveau auprès de McMurdo dès que Sanders arrivera à joindre la station. Mais n'y compte pas trop. Norris dit qu'il est impossible d'enterrer quoi que ce soit dans une glace aussi ancienne et aussi solide sans laisser de traces. Et nous n'avons rien trouvé qui ressemble à des marques de pelleteuse, en dehors de ce que les Norvégiens ont laissé derrière eux.
Le joint faillit tomber des lèvres de Palmer. Il ne l'avait pas allumé, mais sa présence le réconfortait. Il se sentait plutôt en forme d'ailleurs, et cela valait mieux pour s'habituer à l'idée qu'un ancien vaisseau spatial étranger pouvait avoir explosé à quelques kilomètres de votre lit. Cet état d'esprit détendu facilitait également ses travaux personnels. Norris et Blair n'étaient pas les seuls à pouvoir s'adonner à des recherches sérieuses. Non, monsieur. Palmer devait se mettre à jour en lisant plusieurs mois de publications du National Enquirer et de The Star. Il regarda le mécanicien qui souriait ironiquement. « Mais ça arrive tout le temps, mon vieux. Ils tombent du ciel comme des mouches. Le gouvernement est au courant. Ce sont les chariots des dieux, vieux. Ils possèdent pratiquement l'Amérique du Sud. Je veux dire qu'ils ont appris aux Incas tout ce qu'ils savaient. Comment crois-tu que ces petits Indiens malingres ont pu construire Sacsayhuaman? Tu crois qu'ils ont transporté ces pierres de 10 tonnes sur leur dos? » Childs lui jeta un regard dédaigneux. « On devrait te frapper avec une pierre de 10 tonnes, vieux, pour faire tomber l'étoile d'araignée. » Il montra le tas de feuilles à scandale. « Ce que tu es en train de lire n'est pas exactement Scientific American, pas vrai ?» Palmer lui montra une série de gros titres tapageurs. « Les journaux futés n'en parlent pas. Le gouvernement n'aime pas qu'on soit au courant. Lys von Daniken. T'as déjà lu von Daniken, hein? Ça te remettra l'idée en place. Il nous surveille depuis des années. » Il leva les yeux au plafond et dit d'une voix faussement terrifiée. « Ils nous regardent sans doute, en ce moment. »« S'ils ont besoin de spécimens, j'espère bien qu'ils vont te prendre, » répliqua Charles du tac au tac. « Ensuite, ils ne nous ennuieront plus. » On entendit quelques ricanements dans la salle. Clark se ratatina sur sa chaise et mit de côté le journal qu'il lisait. Un dépliant tomba par terre. « Jésus !» s'écria-t-il avec respect. « Pourquoi ces gars ont-ils voulu quitter la Norvège ?» Un bruit sec venu du couloir capta l'attention de l'assistance. Knowles entra dans la salle et fit crisser ses patins roulettes en s'arrêtant net. Il brandit le caleçon chiffonné comme une déclaration de guerre devant l'assistance ahurie. « Quel est l'enfant de salaud qui a foutu ses sous-vêtements dégueulasses dans ma poubelle toute propre ?» Il lança l'objet du délit qui retomba sur les pièces d'échecs de Macready. « Je veux que ma cuisine reste propre, » leur lança le cuisinier. « Sans germe. Allez faire gicler votre foutre ailleurs. La prochaine fois que je trouve quelque chose comme ça dans ma cuisine, je vous le fais cuire pour votre dîner. » Sans donner à quiconque une chance de répondre, il repartit sur ses patins. Macready se pencha et ôta délicatement le caleçon déchiré de son échiquier et le roula en boule. Childs ignora l'intrusion brève et bruyante du cuisinier et reprit sa discussion sans se soucier ni du caleçon ni des jérémiades de Knowles. De toute façon, c'était une mauvaise plaisanterie et il ne s'agissait pas de son caleçon. « Allez, continuons, Macready. On essaie encore une fois. Ces freluquets de Norvégiens arrivent, le découvrent et veulent le sortir. » Macready lança le caleçon roulé en boule dans la salle. Il atterrit proprement dans une petite poubelle. Macready sourit intérieurement. Il préférait le basket aux échecs, mais c'était trop difficile d'installer un terrain dans l'Antarctique. Il avait pourtant essayé. Malheureusement, la balle rebondissait mal dans la neige, et surtout sous la fine couche de neige. La glace rendait le jeu certes plus excitant, mais aussi beaucoup plus dangereux. Les échecs étaient plus sûrs. Il frotta la jambe qu'il s'était cassée l'année précédente, en tentant un simple panier. « Oui, dit-il d'un air absent à Childs, attentif. Ils ont voulu le sortir et le ramener à leur base. Il s'est dégelé, s'est mis sur ses pieds et leur a foutu une belle trouille. Et ça s'est terminé dans une sacrée bagarre. »« Bravo, bravo, c'est ça !» s'écria Childs en sautant d'enthousiasme. Il eut une expression de triomphe. « Et maintenant, Mac, dis-moi juste une chose. Comment ce fils de pute a-t-il pu se réveiller après des milliers d'années passées à l'état de steak congelé, hein? Dis-le-moi !» L'assurance du mécanicien agaça Macready au moins autant que les incohérences persistantes de sa théorie. « J'en sais rien, tu me prends pour Einstein. Il l'a fait parce qu'il est différent de nous, parce que c'est un gars de l'espace, parce qu'il aime être congelé pendant 100 000 ans. Peut-être venait-il juste de terminer un vol de 200 000 ans et avait-il décidé de s'arrêter pour faire une petite sieste. Qu'attends-tu de moi? Va demander à Blair. Lui, c'est un cerveau. Moi, je suis rien qu'un gars qui vole. » Charles se tourna et demanda d'un ton brusque au biologiste. « Très bien. Blair, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Blair regardait fixement devant lui, mais il ne voyait pas le mur du fond. Il voyait quelque chose d'immatériel. Il se parlait tout seul, mais suffisamment fort pour que tout le monde comprenne ses paroles.
C'était là. Ça a attrapé ce chien. C'était ici, dans ce camp. C'est pour cela qu'ils le chassaient. C'est pour cela qu'ils agissaient comme des dingues. Ils tiraient pas sur Macready ou sur Norris. Ils voulaient juste toucher le chien. Ils se foutaient pas mal de toucher quelqu'un d'autre ou pas. Ils voulaient juste avoir le chien. Le silence envahit la salle de jeu. Le monologue de Blair avait peu à peu étouffé les conversations. Même Clark leva la tête de son journal. « Et alors ?» dit finalement Gary du bar. « C'est fini, terminé ?» Blair se tourna vers lui sans rien dire. Il n'eut pas besoin de prononcer un mot. Son regard était suffisamment éloquent. « Eh bien, reprit Benny irrité, c'est pas fini ?» Blair se leva. Il revint à lui et dit d'une voix encore contenue. « Venez à moi, tous, je dois vous parler et vous montrer quelque chose. » Ils sortirent lentement l'un derrière l'autre de la salle de jeu en parlant à voix basse. « J'ai dit tout le monde, allez chercher Knowles, le dîner attendra. » Dans le labo, le biologiste alluma méthodiquement chaque lampe. Puis il s'approcha de la table centrale et rejeta le drap. Quelques hommes se groupèrent tout autour. D'autres s'assirent. Ils avaient déjà vu les corps sur la table. Le spectacle était toujours aussi désagréable. Les deux chiens enchevêtrés irradiaient le froid. On les avait sortis du congélateur du labo quelques minutes auparavant. Malgré le froid et les traitements de Blair, il commençait déjà à sentir. Quel qu'était réellement ce chien norvégien, il était capable de se copier, leur annonça Blair avec solennité. Et de changer de forme, n'oublions pas de le préciser. Notre visiteur n'était plus un chien, dit-il en montrant la grosse masse allongée sur la partie gauche de la table. La chose qui avait pris possession de ce chien a attaqué l'une de nos bêtes et a essayé de s'attacher à elle. Il montra les structures tendons enroulées étroitement autour des deux cadavres. À mon avis, ces structures sont une partie du processus de duplication. Quand je dis prendre possession d'un autre chien, je parle au sens biologique. Techniquement, il n'y a rien de mystérieux ou de surnaturel dans le processus. La méthodologie est purement mécanique. Nous ne pouvons qu'émettre des théories sur ce point, ainsi que sur les détails de l'opération. Il m'est difficile d'aller plus loin. Je pense que durant le processus de prise de possession, la chose originale injecte une certaine quantité de son propre ADN dans les cellules de l'animal qu'elle souhaite contrôler. Il montra une patte gluante qui avait appartenu au chien norvégien. Par exemple, ceci n'est pas une patte de chien. Contrairement aux apparences, sa structure cellulaire ne présente aucune ressemblance avec une structure cellulaire animale. Les parois cellulaires, comme dans la créature originale, et il montra en même temps la patte sorte de baguette répugnante, sont incroyablement souples. Réglées sur les caractères génétiques portés par l'ADN, elles peuvent se conformer au modèle que la créature choisit, pourvu qu'elle obtienne une empreinte en négatif d'ADN à copier. C'est le cas de l'ADN du chien. Donnez-moi un bon microscope électronique et en quelques heures, je n'aurai plus besoin de deviner tout ça, je pourrai le prouver. La condition première est de copier un ADN. Apparemment, la chose est incapable de reproduire une créature vivante à partir de rien. Cela implique la fusion avec l'information contenue dans le tissu nucléaire d'un sujet. Heureusement, nous nous en sommes emparés avant qu'elle ait eu le temps de terminer. « De terminer quoi ?» murmura Norris. Blair montra l'un des corps. « De terminer la prise de contrôle de notre chien. » Il posa les mains sur la tête velue. Le processus de fusion qui se produit parmi les cellules du cerveau est particulièrement rapide et insidieux. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'équipement nécessaire pour ce genre de travail, mais d'après ce que j'ai vu, le tissu cérébral de cet animal, et il indiqua le cadavre boursouflé du chien norvégien, contient les connexions synaptiques les plus effroyables qu'un biologiste ait jamais pu imaginer. Des combinaisons et des relations qui n'ont foutrement rien à voir avec l'évolution canine. Aussi, comme vous voyez, en plus de la prise de contrôle des structures et des modèles cellulaires, la créature originale est également capable d'en créer de nouvelles à sa demande. Cooper regarda la table en fronçant les sourcils. Un corps est seulement destiné à supporter le matériel cellulaire. Si, au cours de cet envahissement, la créature, non contente de prendre possession des structures existantes, crée une nouvelle matière, comment le corps peut-il accepter cette surcharge ?
La voix de Blair resta calme et didactique. Comme tu viens d'en faire la remarque, le corps est uniquement destiné à garder ce matériel organique vivant et en bon état de fonctionnement. Des fragments du cerveau de ce chien, par exemple, ont été bloqués par de nouvelles structures. Le sang oxygéné a été redirigé. En d'autres termes, dit Cooper doucement, une partie de son cerveau a été éteinte. Blair fit un signe de tête affirmatif. Certaines régions cérébrales étaient mortes avant la mort de cet animal, car elles avaient été supplantées par une nouvelle activité. Quelles régions ont été éteintes? Difficile à dire. Il y a eu une massive invasion parasitique. Une partie des régions qui contrôlent la mémoire, l'intelligence et en particulier la personnalité. Difficile de préciser avec un chien, bien sûr, qu'il soit mort ou vivant. Il reporta son regard sur les corps enchevêtrés. Je pense que le processus complet doit prendre environ 1 heure, peut-être plus. Je n'ai évidemment aucun moyen d'avoir une certitude. Aucun ouvrage ne mentionne de cas comparables. J'extrapole de mon mieux d'après le peu que nous avons pu découvrir. Et une fois cette heure écoulée, demanda Gary d'un ton plein de sous-entendu. Le biologiste le regarda. Les conduits qui fournissent le tissu de liaison, ces espèces de tendons, vont disparaître et on va se trouver devant 2 chiens apparemment normaux, sauf qu'ils ne seront plus jamais normaux et que ce ne sont des chiens qu'en apparence. Je suis d'accord, approuva Palmer avec chaleur. Cette chose que les Norvégiens ont sortie de la glace n'était sûrement pas un chien. Bien sûr que non. Blair s'efforça de ne pas se montrer impatient. En dehors de Bennings, Norris et Fuchs, ces hommes n'étaient pas des savants. De plus, la taille de la partie manquante du bloc de glace dégagé confirme qu'il s'agit d'une créature beaucoup plus grande. Nous n'avons aucun moyen de savoir à quel point. Comme je l'ai dit, la structure cellulaire altérée est remarquablement souple. Elle peut s'accroître ou se rétrécir considérablement. « Que crois-tu qu'il se soit passé ?» lui demanda Gary. Le biologiste réfléchit soigneusement à la question. Quand la chose originale s'est trouvée dégelée, quand elle est revenue à la vie, eh bien, elle a certainement été désorientée. Si elle a gardé une mémoire intacte, elle a dû s'apercevoir qu'elle ne pourrait pas survivre longtemps dans notre atmosphère dans son état original. Quand la chose originale s'est trouvée dégelée, quand elle est revenue à la vie, eh bien, elle a certainement été désorientée. Si elle a gardé une mémoire intacte, elle a dû s'apercevoir qu'elle ne pourrait pas survivre longtemps dans notre atmosphère dans son état original. Pour résoudre ce problème, elle a usé de son incroyable faculté d'adaptation. Une nouvelle fois, il montra la main se reposant sur la table. Avant que les Norvégiens ne l'aient tuée, elle a pris le chien. « Que veux-tu dire par « a pris le chien » interrogea Clark. Blair essaya de se montrer patient. « Je me suis efforcé de simplifier tout cela. C'est peut-être impossible. Cette chose était une forme de vie capable de prendre le contrôle de n'importe quelle créature, cellule pour cellule, neurone pour neurone. Le concept est stupéfiant. Sur Terre, la seule forme analogique la plus proche est celle du lichen, qui n'est pas une entité individuelle, mais l'association de 2 espèces de vie différentes, l'algue et le champignon. Mais nous nous trouvons en présence de quelque chose de plus complexe et complet qui n'est certainement pas symbiotique. La chose agit comme un véritable parasite et prend à son propre avantage le contrôle total de son hôte, sans assistance mutuelle, enfin, d'après ce que j'ai pu déterminer. Je ne prétends pas avoir moi-même complètement compris toutes ces ramifications. Tu es en train de dire, l'interrompit Childs en montrant d'un air sceptique l'animal sur la table, que cette grosse chose dans la glace que les gars ont sortie est devenue ce chien. Blair opina de la tête. Et il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Comme nous pouvons le voir ici, elle a essayé de prendre le contrôle de l'un de nos chiens. Je ne vois pas quelles seraient ses limites. Elle aurait pu devenir autant de chiens qu'elle voulait, sans perdre le contrôle de ce premier corps qui l'a accueilli. Il ne faut pas beaucoup de tissu organique pour altérer l'ADN, même si je ne suis pas certain des autres changements sur une grande échelle. Une cellule suffit. Le modèle ADN du nouvel hôte est irrévocablement altéré, et ainsi de suite. Chaque animal dont elle prend possession devient un duplicata de la chose originale. « T'aurais pas fumé un peu d'herbe de Charles, Blair » murmura Norris. Blair tapa du poing sur la table. « Écoute, je sais que c'est difficile à admettre,
Je sais qu'il est difficile de se représenter un ennemi que l'on ne peut voir, mais si ce truc pénètre dans ton système en 1 heure environ, il prend possession de toi, acheva Fux à sa place. Pire encore, tu ne deviens pas seulement une partie de la chose, ton moi est balayé, constamment détourné par une nouvelle série d'instructions cellulaires. La chose ne retient que ce qui est nécessaire. Cela a été le cas avec les caractères mémoriels du chien norvégien pour être sûr qu'il agirait bien comme un chien. Il m'a léché la main quand il était poursuivi par ce chien en hélicoptère, chuchota Norris. Il est venu droit sur moi, m'a léché la main et a gémi pour qu'on le protège. Blair fit un signe de tête. Bien sûr qu'il l'a fait. Il garde tout ce qui est utile. Cet organisme est hautement efficace. Il ne gaspille rien. Et il est intelligent. Beaucoup trop pour moi. Alors, quel est le problème voulut savoir Gary. Il montra les 2 corps qui gisaient sur la table. Le chalumeau les a bien brûlés, non? Le biologiste se tourna pour fixer les formes. Une certaine activité cellulaire se manifeste encore. Cliniquement parlant, ils ne sont pas encore complètement morts. Clark sauta en arrière et trébucha contre une poubelle. Les autres réagirent de manière identique, quoique moins violemment. « Détendez-vous, leur dit Blair en dissimulant un sourire. « Tu as dit qu'une seule cellule suffisait pour prendre le contrôle, murmura Norris, les yeux fixés sur les cadavres devenus soudain dangereux. Pour imprimer un modèle, oui, reconnut Blair. Mais pas pour commencer la procédure de prise de possession. Cela demande une quantité beaucoup plus importante de matériaux protoplasmiques. Les structures des tendons, apparemment si essentielles dans le processus, sont composées de millions de cellules. Mais les hommes restèrent à l'écart, encore indécis et apeurés. « Écoutez, dit Blair pour essayer de les rassurer. Si je pensais qu'il existait un danger quelconque, croyez-vous que je serais resté là, les mains posées sur la chose ?» Les hommes se décontractèrent légèrement. Blair baissa les yeux sur les corps. « À mon avis, cependant, toute activité cellulaire, même minime, est encore de trop. »« Que conseilles-tu » demanda Gary. Blair jeta un coup d'œil à son assistant. Il en avait déjà discuté auparavant, lorsque Blair avait détecté l'activité cellulaire minimale. Cependant, les yeux de Fux s'élargirent quand il lut dans le regard de son supérieur le choix qui avait été fait. « Vous ne pouvez pas faire ça !» hurlait Fux dans la nuit. Il faisait très sombre dehors. Le vent s'était adouci et la neige ne tournoyait plus dans l'air. On distinguait nettement les hommes lourdement emmitouflés qui sortaient d'un pas pesant du bâtiment principal. Leurs intentions étaient claires. Macready et Cooper déposèrent les 2 cadavres de chiens à l'écart sur le sol dégagé pour les circonstances. Charles versa sur les 2 corps le gros bidon qu'ils portaient. L'odeur d'essence emplit l'air parfaitement pur. Charles vida le bidon jusqu'à la dernière goutte. « Vous ne pouvez pas faire ça !» discutait violemment Fux avec ses compagnons. « Vous ne pouvez pas brûler ces restes !» Il était hors de lui, à la fois frustré et furieux, mais il ne savait que faire. Charles posa le bidon et prit le gros chalumeau industriel, tandis que Macready versait le contenu d'un second bidon sur les corps. Ils exécutaient les ordres avec beaucoup de minutie. « Fous-nous la paix, Fux !» Macready recula et jeta au loin les 2 bidons vides. Ils roulèrent bruyamment dans l'obscurité et se heurtèrent. « Vas-y, dit-il à Charles. Le mécanicien activa le chalumeau. Fux s'approcha de lui brusquement résolu. « Eh bien, je ne vais pas vous laisser faire !» Charles lutta un moment avec lui, puis le fit tomber. Cooper se mit à califourchon sur la poitrine de l'irascible Fux. « Détends-toi, Fux, c'est le médecin qui parle, ajouta-t-il doucement. On est obligé de faire ça. » On entendit un rugissement dans la pénombre quand le chalumeau démarra. Sans hésiter, Charles dirigea la flamme vers les cadavres. Ils explosèrent de manière impressionnante dès que le feu les toucha. La neige fondit autour du brasier. Le mécano garda longtemps le chalumeau braqué sur lui. Fux gisait sur la neige. Il tourna la tête, dégoûté. « Je ne peux pas y croire. La plus grande découverte biologique depuis des centaines d'années et nous la brûlons jusqu'à la dernière cellule. Nous allons entrer dans l'histoire scientifique comme la plus grande bande de connards jamais vue. »« J'emmerde l'histoire, » dit Macready avec brusquerie en regardant les corps brûlés. « Je préfère passer pour un vieux connard ignare que pour un zombie éclairé. » Il regarda par-dessus son épaule l'assistant en biologie à l'air sombre. « Je n'attendais nullement une attitude scientifique de ta part, Macready. Mais que messieurs Blair et Norris réagissent ainsi... » Il leva les yeux sur l'homme assis sur sa poitrine et dit d'un ton choqué. « Et toi aussi, Toubib. Et tu te dis savant. » « Non, je me considère comme médecin et j'ai effectué peu de recherches personnelles. Mon principal but est de veiller à la santé des hommes de cette station.
C'est pour cela que j'ai approuvé la décision de Blair de détruire tout vestige de la chose. Il se leva et tendit la main à Fux pour l'aider à se relever. Fux brossa les particules de glace qui s'accrochaient à ses vêtements, sans rien dire. « Je suis désolé, Fux, » poursuivit le docteur. « On peut se contenter de savoir que le venin du cobra est mortel. Il n'est pas toujours efficace d'étudier le serpent en face. Tu dois mettre en balance ce que tu peux apprendre et le risque d'être mordu. » Chase avait fini par éteindre le chalumeau. Les cadavres continuèrent de brûler pendant plusieurs minutes. Quand les hommes regagnèrent le bâtiment principal, il ne restait plus rien sur le sol à l'exception d'une poudre fine et de quelques fragments d'os carbonisés.